villages ennemis, chapitre 8. Le discours d'Onésime Bûcher. Les habitants de Saint-Aimé avaient l'habitude de la puanteur qui régnait dans leur village, mais pas celle de la peur. Il y avait déjà si longtemps qu'ils s'étaient habitués à vivre dans la haine du village d'en face en se battant à coups d'ordures qu'ils ne se posaient plus de questions. On chargeait les catapultes de vieilles tomates, de concombres mous et d'oignons pourris. On les expédiait vers le village ennemi, on criait des insultes, on ridiculisait, mais par un accord tacite établi par la tradition, on n'allait jamais plus loin. Onésime Bûcher, qui cumulait les fonctions de maire, de marchand de bois et d'homme le plus riche du village, fit grimper la violence à un degré que personne n'avait connu auparavant. « J'ai été attaqué par ceux d'en face. Ces êtres répugnants auraient pu me tuer. Et si j'ai été attaqué, n'importe qui peut l'être aussi, » criait-il, juché sur un banc au milieu de la place du village. « Désormais, n'importe quel d'entre vous est une victime potentielle. La terreur nous guette. Il faut resserrer la surveillance, fortifier les palissades tout autour du village. Il faut plus de fusils, des gardes, jour et nuit. »« Oh, monsieur Bûcher, vous trouvez pas que vous en faites un peu trop? » « C'était qu'un pétard à la farine, après tout, » protesta Romuald Kartoffel, le légumier. « C'est là où vous avez tort, légumier, » rétorqua M. Bûcher. « Si ceux d'en face s'introduisent jusque chez nous pour y commettre des déprédations, ça veut dire qu'ils sont prêts à beaucoup plus. C'est moi, votre mère, le symbole de Saint-Aimé qui a été attaqué. À travers moi, c'est vous tous qui avez été assiégés. Si nous ne les arrêtons pas, ils entreront dans nos maisons, saccageront nos biens, enlèveront nos enfants même. Il n'y a pas de limite à la perfidie de ceux qui vénèrent le Seigneur sous un clocher rond. Ces gens n'ont aucune moralité, ce sont des rats pouilleux, dangereux. Nous devons agir pour défendre la sécurité de nos enfants, et nous le ferons. Nous défendrons notre honneur et notre dignité jusqu'au bout. » Le maire de Saint-Aimé termina son discours, le poing levé et le visage tourné vers le ciel. Les villageois de Saint-Aimé, comme ceux de Saint-Aimar, étaient des gens simples et impressionnables. Le discours du marchand de bois, qui employait souvent de grands mots pour exprimer de petites choses, les entraîna. Mêlés dans sa bouche à des termes tels que perfidie, vilainie, terreur et déprédation, l'humble pétard à la farine devenait un crime digne des plus grandes punitions. Enflammés, ils se massèrent autour de leur mère. Certains se mirent à crier en levant le poing, ce qui en entraîna d'autres. « Le maire a raison » hurla le boucher Ruspette. « Il faut se défendre et protéger l'avenir de nos enfants. Qu'on punisse les criminels. Qu'ils soient tous couverts de navets pourris » lança Romuald Kartoffel, qui en avait justement une caisse dans sa boutique. « Que leurs vêtements soient tachés d'ordures » ajouta Mame Blanchard, la lavandière. « Qu'ils crèvent tous de faim » crièrent d'une seule voix les triplets Piccolo, Marco et Rico Cabouette, propriétaires de l'épicerie Cabouette et Frères, en secouant leurs boucles couleur carotte. « Que leurs visages brûlent des flammes de l'enfer » déclara le curé en frappant le poing de sa main, ce qui entraîna Mme Grébiche, la pire commère du village, à taper sur le sol avec sa canne. « En avant, tous aux catapultes » hurla M. Bûcher en sautant de son banc. Ce fut sur cette déclaration que Gaston et Mathias, marchant à côté de la charrette menée par Mme Bigorneau, firent leur apparition sur la place du village. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda Mme Bigorneau, tandis que Mathias et Gaston retenaient la jument énervée par cette foule en marche et qui était prête à ruer dans ses brancards. « Les autres nous ont attaqués, nous allons riposter » lui répondit le boucher Ruspette. « Vite, aux catapultes !»« Ça va chauffer » jubilait Jules Lenoir, le marchand de charbon, tout excité en agitant sa carabine. « Tu devrais te cesser de t'exciter chaque fois que les choses vont mal, mon petit Jules, » répliqua sévèrement Mme Bigorneau. « Et rangez cette carabine. Tu pourrais blesser quelqu'un. » Le charbonnier, qui s'était quelquefois fait chauffer les fesses par Mme Bigorneau quand il était petit pour cause de vol de tartes et en avait gardé une sainte frousse, s'empressa de déguerpir, son fusil à la main. Mme Bigorneau le suivit longtemps du regard en hochant la tête. Pendant ce temps, le boucher avait donné des explications à Mathias et Gaston.
Mais enfin, Adéla, c'est stupide de poursuivre cette guerre, ça n'a pas de sens. Si au moins tu me laissais t'expliquer comment tout ça a commencé, disait Gaston. Nous arrivons pour vous prêter main forte, monsieur Ruspette, coupa madame Bigorneau, dès que cette pauvre bête aura été dételée. Mais toi, Mathias, tu peux y aller tout de suite. Va avec le boucher. Dépêchons-nous, Gaston. Trop ébahis par le revirement de la vieille dame pour protester, les deux hommes obéirent sans un mot. Cocotte, qui sentait l'odeur de l'écurie, ne se fit pas prier. Gaston était abasourdi. Le comportement de madame Bigorneau lui semblait incompréhensible. Comme il était dangereux de poser des questions à haute voix au milieu du village, ce n'est que lorsque la charrette pénétra dans sa cour que le cordonnier se décida à la questionner. « Vous pouvez me dire pourquoi vous avez dit au boucher que nous nous rendions aux catapultes? Moi, j'y comprends plus rien. Je vais vous expliquer. Ah, voici votre femme qui arrive. » Francine sortait en effet de la maison pour se précipiter vers son mari, qu'elle serra longuement dans ses bras. « Te voilà enfin, comme je suis soulagée. Je m'attendais au pire. » Francine n'était pas du genre à se mettre à pleurer en public, mais son visage pâle et ses lèvres serrées en disaient long sur l'angoisse qu'elle avait vécue durant les dernières heures. Gaston aurait bien commencé les explications à l'instant, mais un hennissement impatient lui rappela sa jument. « Allons tous dans l'écurie, on pourra y parler tranquillement. » Une fois Cocotte dételée, abreuvée, gavée de foin, d'avoine et d'une copieuse portion de carottes, Gaston s'installa pour la brosser de la sueur de cette rude journée. Madame Bigorneau et Francine prirent chacune place sur une botte de paille et ont mis Francine au courant des derniers développements. « Si je comprends bien, dit-elle, vous avez décidé, comme ça, à vous cinq, d'arrêter la guerre. »« Oui, répondit Madame Bigorneau. Comme ça, sans moyens, sans armes, ni rien. » Madame Bigorneau posa calmement son regard bleu sur elle. « On commence un conflit avec des armes, ma chère, mais on le termine par des idées. » Francine balança la tête d'un air douteux. « D'où vous vient cette grande sagesse? » Madame Bigorneau sourit. « Je ne suis pas aussi folle que j'en ai l'air, ma chère. Quand on vieillit, on commence à comprendre les gens, parfois mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. J'ai appris comment on arrête une guerre du temps où j'étais institutrice, en observant comment les enfants réglaient leurs disputes. Ou plutôt, comment ils ne les réglaient pas. » La vieille dame pensait ici à ce petit garnement de Jules Lenoir. « C'est pour ça que je ne vous ai pas laissé parler au boucher, Gaston. Ce n'était pas le moment. Il faut attendre que les villageois se calment. »« Mais, protesta Gaston, nous n'allons quand même pas aller envoyer des ordures chez nos nouveaux amis. Malheureusement, nous devrons aller faire acte de présence aux catapultes. Et puis, on pourra voir s'il y en a qui sont moins heureux de ce qui se passe. Nous parlerons aux personnes plus modérées d'abord. Puis on agrandira le cercle. Il faudra être discret, sans cela ce pourrait être dangereux pour nous. »« Mais c'est du travail d'espionnage ce que vous nous demandez de faire là, s'écria Francine. »« Mais oui, n'est-ce pas que c'est excitant? » dit la vieille dame en les regardant avec des yeux brillants. Répondirent Francine et Gaston. « Vous allez voir, déclara la vieille dame qui avait déjà son plan. Ça risque d'être drôle. Bon, il faut se rendre aux catapultes. »« Allons-y, dit Gaston, qui venait de terminer de brosser Cocotte, laquelle songeait à demander un congé avec bonus de carottes payé à l'avance. Le cordonnier n'était pas très heureux de participer à ce qu'il considérait désormais comme un crime, mais il sentait bien qu'il n'avait pas le choix. Madame Bigorneau avait raison, la prudence s'imposait. Les trois compères se mirent en route. Le village était quasi désert. Ils entendaient les cris des villageois sur le chemin de ronde au sommet des remparts, ainsi que le vacarme des catapultes dont les énormes ressorts se détendaient avec un grand « pop ». Ils étaient presque arrivés quand Mathias arriva en courant vers eux, son chapeau à la main et sa belle cravate maculée d'ordures. « Madame Bigorneau, Gaston, dit-il tout essoufflé, j'allais vous chercher. Vite, c'est terrible. Le maire est en train de faire une annonce. Venez. » Mathias repartit à la course, tandis que Madame Bigorneau, soutenue par Francine et Gaston, se précipitait elle aussi au pied des remparts. Ils arrivèrent juste à temps pour entendre le maire qui haranguait la foule. «
Et je suis bien certain, mes bien chers concitoyens, que vous accepterez de consacrer votre temps et vos ressources pour construire cet engin qui nous libérera des rapouilleux d'en face. Cette magnifique catapulte, dit-il en déroulant un large plan, d'un type tout à fait nouveau, nous permettra d'envoyer non plus des ordures, mais des rochers de l'autre côté. De plus, ce modèle nous permettra par sa puissance de bombarder directement le village et de le détruire, maison par maison. Seule la destruction totale de ce lieu maudit et de son clocher barbare nous donnera la sécurité dont nous avons besoin pour la poursuite de nos existences. Je sais, mes chers concitoyens, que vous serez généreux, car notre avenir à tous en dépend. Le maire de Saint-Aimé s'inclina sous les bravos et les hurrahs de l'assistance. Les 4 conspirateurs se regardèrent les uns les autres, catastrophés. Comment allaient-ils pouvoir parler de paix à présent?